Les prix restent à un niveau assez élevé, en tout cas sur un plateau haut aux États-Unis, même si les chiffres de décembre montrent une inflation donc à 2,7%, stable sur 12 mois, un chiffre qui pousse Donald Trump une fois de plus. Il en profite pour demander de nouvelles baisses de taux d'intérêt à la Fed d'ici 15 jours. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Voilà, partagez évidemment. Voilà, on se les doit souhaiter par SMS, mais bon voilà. On se de belles prévisions, des prévisions justes et précises. Eh bien tiens, dans les chiffres, on l'a eu hier, 2,7% de hausse des prix à la consommation, même niveau qu'en novembre sur un an aux États-Unis. Ce n'est pas une explosion de l'inflation, comme beaucoup de prophètes de l'apocalypse nous avaient dit, ils avaient promis qu'avec la guerre commerciale de Trump, les prix allaient complètement seraient hors de contrôle. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Non, et d'ailleurs vous savez qu'on faisait partie des gens qui n'ont absolument jamais cru, et parce que les raisons qui étaient mises en avant étaient plus politiques probablement et dogmatiques que la réalité du niveau de l'économie américaine, en fait du niveau d'activité en fait aux États-Unis tel qu'on pouvait le constater. 2,7% c'est l'inflation globale, 2,6 même lorsqu'on regarde la core inflation, c'est-à-dire l'inflation dans lequel on expurge les éléments plus volatiles que sont l'énergie et l'alimentation. Donc clairement, on est dans une dynamique de prix qui finalement est assez raccord avec la dynamique de l'économie américaine qui, en dépit du fait que les taux de croissance globaux sont importants, repose sur un tout petit nombre d'entreprises, et parce que la réalité c'est que hormis l'IA et hormis l'IA, l'activité aux États-Unis, la richesse créée est quasi en stagnation l'année dernière. Donc lorsqu'on expurge en fait toutes les subsides associés aux investissements qui ont été faits dans l'intelligence artificielle. Et l'emploi d'ailleurs est un très bel exemple. Lorsque vous regardez l'emploi, vous avez quelques grosses boîtes qui continuent finalement d'embaucher, et la très grande majorité des petites boîtes aux États-Unis qui licencient déjà depuis quelques temps. Et c'est la raison pour laquelle, pour le coup, dans ces conditions-là, c'est illusoire d'imaginer une accélération des prix. Mais quand Trump publie un tweet, comme il en publie beaucoup d'ailleurs, où il parle à propos des chiffres d'inflation, là 2,7%, d'excellents chiffres bas sur l'inflation. Il va un peu vite là quand même, non? Parce qu'il n'y a pas de quoi se vanter non plus d'avoir une inflation qui est faible. Alors après, il faut faire attention dans la construction du chiffre, mais d'autres instituts produisent une évaluation des prix avec d'autres méthodologies, et celle-ci, pour le coup, est déjà en dessous de 2%. Hein. Donc lorsqu'on expurge la partie logement, vous savez, en fait, la composante logement au sein des mesures d'inflation et peut vraiment, pour le coup, être amenée à débat. Faut un peu amener à débat, et lorsque vous expurgez en fait cette dimension-là, on est effectivement sur des niveaux d'inflation qui sont déjà en réalité en deçà de 2%. Enfin, si on retire, pardon Pierre, si on retire, Pierre, si on retire de l'inflation tout ce qui monte, l'alimentaire, le gaz, l'électricité, le logement, ok, on arrive à 1,5, mais il ne faut pas retirer. Le logement, on paye bien un logement. Non, mais la réalité, croyez-moi pour le coup, la réalité de l'activité économique aux États-Unis, elle est vraiment, c'est ce qu'on appelle l'économie en cas. Quelques-uns qui continuent d'avancer, mais le socle en fait de cette activité très dynamique, il se rétrécit de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle finalement Trump essaye de jouer d'une posture, on va dire, de supériorité vis-à-vis en fait de la Fed et de Jérôme Powell. Mais la réalité, c'est que Jérôme Powell sait ce que je vous dis. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le cycle de baisse des taux, alors certes, là, ils feront rien, probablement, en fait, au mois de janvier, parce que c'est trop sensible et ça serait interprété comme la perte de l'indépendance de la Banque centrale américaine. Mais vous verrez par la suite, le ralentissement de l'activité économique, hormis secteur de l'IA aux États-Unis, poussera la Banque centrale à baisser ses taux, et le 3,75% finira par baisser pour tomber probablement entre 2,5 et 3% d'ici la fin d'année, parce que c'est le niveau de taux soutenable par les agents privés américains que sont les ménages et les entreprises. Il ne faut pas fantasmer une réalité qui n'est pas celle de l'activité économique. Donc il a raison dans le fond, Trump, il a raison dans le fond de demander, d'exiger des taux d'intérêt plus bas. L'économie américaine nécessite aujourd'hui... 4%, pardon, juste, on voit quoi? On voit 4% de croissance au dernier trimestre, au troisième trimestre, 3,5% au troisième. Tout ça, oui, mais attention, en fait, la croissance, qu'est-ce que c'est la richesse créée? Vous savez, comme moi, que ce n'est que l'agrégation de comportements des agents privés que sont les ménages et les entreprises. Je le rappelle, l'essentiel de ces 4%-là, il vient du fait qu'on investit comme des brutes, quelques-uns investissent comme des brutes dans l'intelligence artificielle, et vous savez, rappelez-vous aussi cela, c'est en 2006-2007, l'Espagne, un petit parallèle historique, affichait des taux de croissance extraordinaires, plus de 4%, et en Europe, on parlait en fait du miracle espagnol. Mais rappelez-vous tout de même que ce miracle était un mirage.
Parce que basé sur le ciment. Atteindre ces 4%, ça a reposé sur un investissement de brut aussi, mais dans le monde de la construction. Je rappelle qu'en 2006, l'Espagne construisait autant que la France, l'Allemagne et l'Italie réunies. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand vous faites ça? Eh bien, au moment où vous investissez déjà, ça se comptabilise dans la richesse créée. Et par ailleurs, pour investir, eh bien, en fait, ça veut dire que vous aussi payez des gens pour pouvoir réaliser ces investissements, pour produire. Et lorsque vous distribuez des revenus sur cette base-là, ben, naturellement, les gens le consomment. Et donc, tout ça, c'est un cercle vertueux au moment où ça se passe. La vraie, derrière, le moment où il faut pour le coup avoir un peu de recul pour savoir si ces investissements étaient judicieux ou pas, c'est au moment où est-ce que ces investissements sont suffisamment profitables pour être rentables. Et donc là, la question, elle est un peu plus tardive. Et vous le savez, comme moi, en Espagne, ça n'avait pas été le cas. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le 4% de croissance, il ne faut pas considérer que c'est le niveau d'activité normal de l'économie américaine. C'est véritablement quelques locomotives qui avancent très très vite, mais des wagons qui avancent derrière de moins en moins vite. Et l'élastique se tend. Et pour le coup, vous le savez, le mandat de la Banque centrale américaine, c'est pas juste créer des conditions propices pour les 10 premiers. C'est faire que l'ensemble de l'économie américaine avance suffisamment rapidement pour pas générer de risques qui amèneraient à avoir derrière en fait des pressions plus que inflationnistes, des pressions récessionnistes. Donc à aujourd'hui, on est vraiment face à une situation. Et puis je vais même plus loin. D'une certaine manière, est-ce que vous croyez que les 5 à 10 plus gros trusts aux États-Unis qui investissent dans l'intelligence artificielle le feraient moins ou le feraient plus parce que les taux seraient 1% plus bas? Mais non, les GAFA feraient la même chose. En fait, ces investissements-là, ils ne sont pas associés, ils ne sont pas liés à la politique monétaire aux États-Unis. Donc concrètement, aujourd'hui, le levier, l'influence de la politique monétaire américaine est forte pour 98% des boîtes, mais pas celle-ci, parce qu'elle dispose d'assez de cash. Et les investissements sont si importants que les taux soient à 2 ou à 5, ça ne changera pas grand-chose. Donc vous comprenez bien que l'inflation macroéconomique telle qu'on la voit, c'est vraiment celle, est-ce que la richesse qu'on crée aujourd'hui aux États-Unis est suffisamment bien distribuée pour pousser la demande à s'apprécier fortement et du coup derrière est susceptible de mettre sous tension le rapport entre l'offre et la demande et de créer de l'inflation. Aujourd'hui, on n'y est très clairement pas. Après donc, le mandat, le mandat de Mm. la Fed, c'est 2% d'inflation. On sent que l'inflation telle qu'elle est mesurée sera durablement au-delà des 2%. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est à 2 semaines de la réunion de la Banque centrale américaine. Il ne va rien se passer pour les raisons que vous avez évoquées. Mais si elle passe son tour là, elle va reprendre ses baisses de taux. Les marchés attendent pas avant le mois de juin, les premières baisses. Enfin, de nouvelles baisses. C'est trop tardif. C'est-à-dire que la réalité du ralentissement, notamment sur les boîtes de moins de 50 salariés aux États-Unis, nécessite pour le coup un mouvement plus rapide. Parce que et là pour le coup, vous savez, sur ce sujet-là, on a beaucoup de convictions. Sur les questions inflationnistes, on s'est positionné très vite sur le sujet. Je vous dis aujourd'hui qu'il n'est pas impossible de voir l'inflation américaine quelque part en 2026 baisser en dessous de 2%. Non, ce n'est pas. En fait, nous ne sommes pas rentrés dans une ère où l'inflation américaine va tourner autour de 3% durablement. Rien aujourd'hui peut nous permet de pouvoir l'affirmer. Donc non, je pense sincèrement qu'en 2026, les conditions seront réunies pour que la Banque centrale américaine, outre les pressions mises sur Donald Trump, baisse ses taux, tout simplement parce que c'est dans son mandat. Maîtriser les prix, mais attention, il y a un autre objectif qui est donné à la Banque centrale américaine, c'est aussi que l'économie américaine exploite son plein potentiel. Est-ce qu'elle l'exploite lorsqu'il y a 10 boîtes qui construisent l'essentiel de la richesse qui est aux États-Unis quand toutes les autres sont à la traîne? La réponse est non. Donc potentiellement de bonnes surprises. Parce que ce n'est pas anticipé pour l'instant par les marchés financiers en termes de baisse de taux, donc soutien aussi de la bourse. Donc nos prévisions, c'est un horizon fin d'année pour les taux directeurs américains entre 2,5 et 3%. Et dans ces conditions-là, les 4,2, 4,15 du taux à 10 ans américain sont probablement un peu trop élevés par rapport à ce qu'on connaîtra d'ici fin d'année. Donc c'est plutôt bon, effectivement, et pour l'économie et pour les marchés obligataires, avec probablement une baisse des taux à venir, y compris sur la partie longue de la courbe. Ouais, moi, je ne signe pas pour 2,5 sur les taux directeurs de la Fed fin 2026. Déjà, vous avez un biais, David, j'ai dit entre 2,5 et 3, c'est une fourchette. Oui, mais je pense que ce sera plutôt sur votre fourchette. Mais c'est vraiment fonction justement de la réactivité. Si vous avez des baisses de taux dès le début d'année, il est possible en fait qu'on aille grosso modo, que le ralentissement permette d'aller peut-être moins loin. Mais plus on tardera à baisser les taux, plus il faudra vite les baisser ultérieurement. Donc c'est vraiment une question de rythme, et c'est là où pour le coup il faut faire preuve d'humilité lorsqu'on fait des prévisions. Vous avez des tendances de long terme qui s'imposent. Après, la manière dont on y va est vraiment en fonction de la manière dont on pilote son économie. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre.
Bonne journée. Merci David, à Salut. bientôt.